Pour Jean-Pierre Loubet, une belle journée s'annonce. Ciel bleu, peu de vent, c'est ce que l'on appelle ici un temps de curé. L'Aude est l'un des départements où le vent souffle jusqu'à 350 jours par an. Les infos du Fox Juliette Charlie Victor Echo, aligné 08, je maintiens pour essayer mon temps. C'est parti pour un vol au-dessus de la petite France. C'est ainsi que l'on surnomme ce territoire, situé au sud de la région Occitanie. L'Aude, avec ses paysages, concentre toutes les richesses naturelles de l'Hexagone. Entre mer et montagne, le département compte un peu moins de 370 000 habitants. J'ai découvert l'aéronautique tardivement, mais bon, aujourd'hui, c'est une passion et je vole pour les paysages. Alors là, on survole la cité de Carcassonne, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Une silhouette reconnaissable de loin. Dans cet écrin de toute beauté, il y a d'autres joyaux, comme le château de Perpertuse. Caché en haut de la falaise calcaire, il domine la vallée. Tout autour, il y en a 8, tous perchés au sommet des montagnes. Un décor majestueux où les paysages s'enchaînent, avec ici le Salin de Gruissant, qui s'étend sur 14 bassins et 40 km de canaux au bord de la Méditerranée. Imaginez qu'en fonction des heures de la journée, on a des couleurs qui sont absolument fabuleuses. On remplit les bassins et puis on laisse s'évaporer l'eau et puis on récupère donc le sel. Donc là, on survole le canal du Midi qui relie la Méditerranée à l'Atlantique, donc construit par Pierre-Paul Riquet. Ça a été un des vecteurs principaux de l'économie locale, puisqu'il permettait de transporter les marchandises et notamment le vin. Grâce au canal, les vignobles explosent. Ils occupent très vite près des 2/3 des surfaces agricoles du département. Ici, l'expression « mettre de l'eau dans son vin » prend une autre dimension. C'est une région qui vit aux dépens de l'eau. Aujourd'hui, on voit disparaître une partie du patrimoine viticole. Depuis son cockpit, Jean-Pierre constate que les terres agricoles sont abandonnées, au grand désespoir des viticulteurs. Ça, c'est bon. Il y a tout qui est sec. 150 mm d'eau en un an, c'est 4 fois moins qu'en région parisienne. On a eu autant de précipitations qu'au Sahel, en fait. Donc la vigne, c'est résistant au manque d'eau, mais pas à ces manques absolument extrêmes. Je pense qu'on appelle ça le dérèglement climatique, hein. Pas par hasard. La nature n'en fait qu'à sa tête. Parfois, les pluies diluviennes se transforment en crues démentielles. Du bruit, imaginable. Quand on le dit, on ne s'imagine pas. On ne peut pas s'imaginer. Dans l'Aude, quand on parle des effets du dérèglement climatique, il est impossible d'éviter le canal du Midi. Il est central. L'histoire commence il y a 350 ans. À la demande de Louis XIV, Pierre-Paul Riquet imagine cette merveille d'ingénierie et d'architecture. Tout au long du canal, on découvre des villages typiques. Au fil du temps, toute une économie s'est construite autour de cet ouvrage qui relie l'Atlantique à la mer Méditerranée. Aujourd'hui, ce sont 1,5 million de touristes qui l'empruntent chaque année, avec une moyenne de 8000 bateaux par jour l'été. Une activité florissante.
Mais personne n'imagine l'envers du décor et surtout le génie de Pierre-Paul Riquet qui a conçu le canal du Midi en regardant la montagne Noire. C'est de là que vient l'eau qui alimente ce bassin. La pluie gonfle les rivières, l'eau coule et le bassin de Saint-Ferréol se remplit. Le réservoir sert à alimenter une grande partie du canal. Aujourd'hui, rares sont ceux qui accèdent aux coulisses de ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jean Niquet fait partie de ces privilégiés. C'est le chef du service des infrastructures des VNF, les voies navigables de France, qui gère le canal. Un canal aux multiples fonctions. Sans l'idée géniale de Pierre-Paul Riquet, pas de canal du Midi. Le canal du Midi, il a besoin d'être alimenté en continu toute l'année. Cette eau et son stockage est nécessaire pour l'alimentation du canal du Midi. Donc effectivement, c'est une condition nécessaire pour l'alimentation de ce canal du Midi et pour permettre à tous ces usages de l'eau de se faire tout au long de l'année. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vous? Ça va. Ce jour-là, il vient inspecter un chantier situé sous le barrage. Il nous emmène au centre névralgique du canal. On pourrait s'attendre à une technologie de pointe, mais surprise. Nous sommes sous le barrage de Saint-Ferréol, juste immédiatement en aval, et cette grosse vanne nous permet d'alimenter la rigole de la plaine qui sert à l'alimentation du canal du Midi. Donc vous voyez, elle peut être actionnée de cette manière ou à distance par des opérateurs. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. L'idée générale est d'avoir un niveau d'eau dans le canal du Midi entre Toulouse et Carcassonne sur cette section qui permettent à tous les usages de l'eau de s'exercer. C'est-à-dire, on alimente à la fois des milieux naturels, on alimente pour des prélèvements en eau potable, pour l'irrigation et également pour la navigation des bateaux sur le canal du Midi, qui est le canal le plus touristique de France. Vas-y. Pour éviter tout problème, il faut vérifier l'étanchéité des murs. La moindre fissure pourrait fragiliser la digue qui retient les eaux du bassin. Mais depuis quelques années, le danger le plus important, c'est la pluie, qui ne tombe plus comme avant. Moins d'eau et le bassin ne se remplit plus. En octobre dernier, le réservoir est quasi vide, du jamais vu depuis plus de 40 ans. Imaginons qu'un jour, ce lac soit complètement à sec. C'est possible? C'est une éventualité, effectivement. Hein. Ce n'est pas à exclure totalement. Les effets du changement climatique sont tels que ça pourrait arriver. Comment assurer ce service essentiel pour les populations qui vivent des eaux du canal du Midi? Comment éviter un scénario catastrophe, comme ce canal entièrement vide? Un vide provisoire. Il s'agit ici de préparer les travaux de confortement des digues. Mais qu'en sera-t-il demain? Le réchauffement planétaire en cours inflige une pression supplémentaire sur les équipes des voies navigables de France. Elles doivent à tout prix économiser l'eau. C'est le travail des équipes de Cédric Jaffard. Il nous emmène ici à l'écluse de Moussoulins, à une dizaine de kilomètres de Carcassonne. Nous avons ici le fleuve Aude qui poursuit son chemin par ce bras jusqu'à la Méditerranée. Ici, le premier ouvrage de la construction du canal de la Robine qui parcourt 32 km sur le territoire du Narbonnais. C'est une extension du canal du Midi. Elle a été créée pour permettre à la région d'exploiter les terres alentours. Les anciens ont réussi à en faire des terres fertiles. Le développement a été immédiat, mais la Robine pourrait subir les bouleversements du climat. Ces dernières années, la pluie ne tombe plus en quantité suffisante. Imaginons qu'il n'y ait plus d'eau ici dans le canal de la Robine. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est là deux questions. Il faut que je m'y prépare. Pourquoi? Parce que je ne l'imagine pas. C'est impossible à imaginer. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité d'imaginer qu'il n'y ait pas d'eau sur le canal de la Robine. Pourquoi? Parce que cela signifierait qu'il n'y a plus d'eau dans l'Aude, ou quasiment plus d'eau dans l'Aude.
La problématique serait donc bien plus importante et bien plus grave que la question du canal de la Robine. D'où ces multiples chantiers qui jalonnent le canal de la Robine. Aujourd'hui, Cédric et ses équipes se mobilisent pour renforcer les berges autour de l'écluse. Avec le temps, tout au long des 350 km du canal du Midi, les digues s'affaissent et laissent l'eau s'échapper, parfois en grande quantité. Les travaux réalisés ont permis une économie de 30 millions de mètres cubes d'eau prélevés dans l'Aude. Ça correspond à peu près à 12 000 piscines olympiques. C'est un canal qui a quasiment 250 ans, donc c'est un travail quasi permanent, ou en tout cas très récurrent, puisqu'on a des travaux tous les ans sur environ 4 à 6 mois de l'année. Les moyens déployés sont considérables. Il faut profiter de la période hivernale, où la navigation est interdite, pour restaurer des kilomètres de digues. Avec le réchauffement planétaire, ces chantiers deviennent prioritaires. Sauf que pour la première fois, une autre urgence inquiète les responsables des VNF. Le bassin de Saint-Ferréol reste quasi vide. En février, la préfecture prend alors une décision inédite. À la une de l'actualité, un arrêté préfectoral prolonge la fermeture du canal jusqu'à la fin mars. Du jamais vu. Pour la préfecture, c'est le seul moyen de garantir la saison estivale. Aujourd'hui, les autorités espèrent que la pluie tombe suffisamment avant l'été. Sinon, les activités sur le canal seront réduites. Pour limiter les risques, ils appellent tous les usagers à réduire leur consommation. Nous partons au sud de Narbonne. Sous nos yeux, 230 jardins partagés. Sans le canal de la Robine, il n'existerait pas. Alain Lope vient ici tous les jours, week-end compris. Allez, salut Georges. Hop, salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça va? Nickel. C'est froid ce matin. Regarde, il y a de la gelée blanche partout. À la retraite depuis 2007, il s'investit à fond dans la gestion de l'irrigation de ces espaces. On va faire un petit café. Hein, L'histoire de ces potagers est singulière. Elle commence pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, la SNCF demandait à ses cheminots d'utiliser les emprises autour des gares, autour des triages, tous les terrains qui n'étaient pas utilisés, pour que les cheminots puissent avoir de quoi subsister. Et aujourd'hui, il y a 85 centres comme celui-ci, avec une petite fierté, puisque celui de Narbonne est le plus grand de France. Tu veux boire le café? On va partager. Ici, j'aime à dire qu'on cultive plus le lien social que les légumes, et c'est important. On cultive aussi le proverbe « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Il est chaud. Depuis 2020, 1 million de mètres cubes d'eau est économisé chaque année. Cette ressource, à leurs yeux, vaut de l'or. Alain est à la manœuvre pour obliger tous les jardiniers amateurs à changer leurs pratiques. Pas d'autre choix, l'eau est rationnée. C'est physique. Faut la mériter, cette eau. Oui. Eh bien, c'est sûr qu'on la mérite, mais qu'on en gaspille aussi. Et donc, chaque litre qu'on prend dans le canal n'arrive pas au pied des plantes. Et donc, c'est ce que j'appelle du gaspillage alors qu'on est en manque d'eau. Certains grognent encore. Ils ne comprennent pas ces restrictions alors qu'ils voient le canal de la Robine toujours rempli. Un canal comme celui-ci, il est toujours plein parce que VNF a besoin de le laisser plein pour pas que les berges ne s'effondrent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup de l'eau. Ce canal, il est précieux, mais il faut qu'il le reste. Allez, on va gratouiller un peu. Bêcher, semer, arracher les mauvaises herbes et ne produire que des fruits et légumes bio.
pour mieux adapter ses cultures au dérèglement climatique, il utilise des semences anciennes. Au mois de novembre, j'ai jamais vu ça. En 10 ans, on n'a jamais eu de restrictions à cette période de l'année. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Certains, comme Georges Pistre, n'osent pas imaginer le pire. Il y a de la joie. Il y a du bonheur dans les ruelles, il y a de la joie. Si un jour il n'y a plus d'eau, on ne pourra plus venir au jardin. Et là, franchement, ça sera un coup de poignard qu'on me donnera. Parce que le jardin, pour moi, c'est depuis 13 ans que j'y viens. J'y passe beaucoup d'heures. Je viens tous les jours. J'ai beaucoup de plaisir à travailler la terre, à toucher la terre. Ça m'a plu beaucoup. Le jour où je ne pourrai plus revenir, eh ben, je ne serai pas... Rien que d'en parler, ça me fout le poil. Ouh, voilà. Je ne suis pas prêt à m'arrêter. Mais comment éviter ça? On doit changer les pratiques pour l'économiser, l'eau. Et la guerre entre le Voies navigables de France, les jardiniers amateurs, les agriculteurs, ben, on commence à se comprendre les uns les autres. Les pratiques sont plus responsables et apaisent les tensions entre usagers. Une paix des braves avec les agriculteurs. Christian Contour préside l'union locale des syndicats vignerons. Salut Alain. Allez, bonjour Christian. Bonjour. La poignée de main, c'était... Vous étiez ennemis avant. On ne va pas dire ennemis, on va dire qu'il y avait des tensions sur les consommations d'eau en général, quoi. Ce sont des partenaires, ce ne sont plus des adversaires. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille intelligemment et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces installations. Alors ça, c'est la nouvelle manière d'irriguer. On va pouvoir faire du goutte à goutte. De petits équipements subventionnés en grande partie. Mais ce n'est pas tout, il faut remonter à la source. Il nous emmène ici à la station de pompage inaugurée en 2022. Elle permet de mieux gérer l'irrigation. Allez, ouverture du coffre-fort. Il en existe deux comme celle-ci. L'autre est plus petite. Coût total, près de 10 millions d'euros, pris en charge par les collectivités et les usagers. De ce côté, il y a toutes les pompes. Bon, elles sont programmées pour ne pas se mettre en marche en même temps. Et puis de l'autre côté, là, c'est des filtres parce qu'on a quand même des eaux un peu chargées. Donc on a une préfiltration pour envoyer dans le réseau une eau relativement propre, même si après il y a une filtration à la parcelle. Cette centrale a été mise en place en partenariat avec les Voies navigables de France. Leur credo commun, considérer cette ressource comme un trésor. On économise à fond, même en hiver, puisqu'on est au mois de novembre, on a les mêmes débits dans l'Aude que ce qu'on a au mois de juillet. Quand on voit les moyens qu'il faut y mettre pour que la ressource elle soit préservée, on en prend encore plus conscience. Surtout quand on voit, comme le dit le président, qu'en hiver, il n'y a pas d'eau, ou très peu. Là maintenant, moi je suis convaincu qu'il faut aller vers ça, partout. Partout, c'est-à-dire sur toutes les terres à proximité du canal, soit 1600 hectares. Pour continuer à produire du vin, tous les viticulteurs doivent investir dans des dispositifs qui permettent de mieux contrôler l'utilisation de l'eau. Pour faire une plaisanterie, mine de rien, je ne suis pas Jésus, mais je marche sur l'eau. Puisqu'en effet, la canalisation de la station, qui est à 4 km, passe ici et vient distribuer donc à la borne. Et là, vous avez tout le dispositif de distribution aux différentes parcelles qui se trouvent là. Et là, sur cette parcelle qui est irriguée, on s'aperçoit que je ne vois pas très loin parce que la végétation est dense. Ça veut dire que la vigne était en bonne santé, qu'elle a pu mûrir ses raisins correctement. Parce qu'il a pu irriguer la plupart de ses parcelles, Christian n'a perdu que 10% de sa production. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas anticipé ces sécheresses à répétition? Pour mieux comprendre les effets du manque d'eau sur ce terroir, il faut prendre un peu de hauteur. Là où les vignes sont irriguées, les rendements sont bons. Alors que sans goutte à goutte, les pieds de vigne
ont quasi disparu. Nous partons pour Sigean. Ici, la situation est encore plus critique. Guillaume Tavalot gère le domaine de Mat-Sabran depuis 2010. Ça, c'est mort. Il y a tout qui est sec. On essaie de gratter vers le centre du cep. Et voilà, on ne voit pas de vert, c'est tout sec. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça va donner. Le climat devient impitoyable et les parcelles souffrent de plus en plus. C'est triste, c'est des vignes comme en plein hiver, quoi. Puis on n'a rien récolté dessus, bien entendu. Si on ne va pas vers l'irrigation, vers l'accès à l'eau, quel qu'il soit, le vignoble ne tiendra pas comme ça, quoi. Il y a trop de perturbations de dérèglement climatique, soit de forte chaleur, soit de sécheresse. Sans eau, on n'arrivera à rien, quoi. En 14 ans, ici, dans cette propriété de 90 hectares de vignes, il n'a jamais connu une aussi longue période sans eau. On a toujours eu des fortes chaleurs ici. Le problème, c'est qu'on avait des fortes chaleurs, mais on avait des orages l'été. On parlait de l'orage du 14 juillet, l'orage du 15 août. C'était des choses classiques. Donc il faisait chaud, mais il y avait ces orages qui permettaient un peu de faire baisser les températures et surtout d'arroser régulièrement, d'amener de l'eau l'été. Dans l'un dans l'autre, il faisait chaud, mais on s'y retrouvait, quoi. On y faisait, ça paraissait normal. Maintenant, il fait chaud, il fait très chaud, mais il pleut pas. Le climat devient fou. Il nous emmène ici à la rivière, la Berre, qui faisait autrefois la bonne fortune de la propriété. La rivière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc là, on peut voir, hein, la rivière est complètement sèche. Et c'est comme ça depuis le mois de juin 2022, où il n'y a pas une goutte d'eau. On voit plus de la végétation qui reprend ses droits, les arbres repoussent les herbes. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. A contrario, quand il y a des épisodes de fortes pluies, des épisodes méditerranéens comme en novembre 2021, il y a 2 ans, on a eu 300 mm en 2 jours au mois de novembre. On peut avoir l'eau qui arrive, qui dépasse au niveau des graffitis là-bas, qui peut inonder. Donc c'est maintenant, c'est soit tout, soit rien, quoi, presque. De grosses pluies où tout monte. Et ce qui est dommage, c'est que toute cette eau, elle part à la mer et qu'on perd, tout simplement. Alors qu'on en aurait tellement besoin. La situation devient insoutenable au point qu'il doit demander à l'un de ses ouvriers agricoles d'aller chercher de l'eau jusqu'au village. En 2022, il a dû acheter cette citerne. Ça nous prend beaucoup de temps. Depuis le mois de décembre, ça nous prend à peu près au moins 1 jour de travail par semaine pour pouvoir aller chercher de l'eau au village à côté. 2000 litres d'eau à chaque tournée, jusqu'à 4 fois par jour l'été. Les besoins sont tels qu'ils doivent s'approvisionner dans 2 communes différentes. C'est une pénurie d'eau, c'est un peu comme la pénurie des trucs dans les supermarchés, hein, c'est pareil. Sauf que là, c'est un élément naturel, c'est grave. Je crois que ces dernières années, l'eau, ça devient un trésor. Ouais. On fait 2 communes pour quand même se partager un peu là au niveau du forage, pour en laisser un peu à tout le monde quand même aussi. On s'est entendu avec l'organisme de faire comme ça. Cette tour, qui sert de réservoir, est quasi vide tout au long de l'année. C'est de l'or maintenant. Et dans 15 jours, on aura 300 mm d'eau sur la tête. Et toute cette eau, on ne saura pas, elle sera partie, on n'en aura pas profité. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculteur. S'il n'y a pas d'agriculteur, tout sera en friche. Un effet domino avec des conséquences bien moins visibles à l'œil nu. Les infrastructures sont aujourd'hui surdimensionnées. Chaque année, les rendements baissent. La cave du château de Mat date du 19e siècle. Donc elle est, comment dire, elle est volumineuse, spacieuse, on a beaucoup de cuveries, puisque ça date de l'époque où la région voulait faire beaucoup de vin. Maintenant, on n'est plus du tout dans cette optique-là, donc ça fait impressionnant par rapport à la production actuelle. Il y a un peu moins de travail, on est un peu moins débordé, malheureusement, mais il faut toujours être là. C'est les cuves qui sont moins pleines. On a toujours autant de cuves, mais elles sont moins pleines. Attends, Hervé, que je tourne. Et au lieu de faire entre 2500 et 2800 hectolitres,
On table sur 800 à peu près. Ce qui serait la récolte la plus basse jamais faite par le domaine. C'est l'année normale, entre guillemets, qui est exceptionnelle maintenant. Soit 2 tiers de moins, c'est historique. Pour continuer à produire du vin, il faut absolument s'adapter. Mais est-ce possible dans une région aux aléas climatiques aussi forts? Tatiana Parico est œnologue. Bonjour Tatiana. Ça va, oui, bonjour. Je commence par le début. Oui. J'ai 3 pour les Pays d'Oc en revendication. S'il te plaît, il nous faut ça pour faire le dossier. Elle travaille pour une quarantaine de vignerons locaux. Tous se désespèrent de voir la pluie tomber. On a eu autant de précipitations qu'au Sahel, en fait. Donc la vigne, c'est résistant au manque d'eau, mais pas à ces manques absolument extrêmes. Et dans la région, en gros, il manque 30 à 40% des volumes habituels. C'est vraiment difficile aujourd'hui pour la viticulture d'être adaptée. Et le vignoble, par définition, c'est périn. Donc, quand on plante une vigne, c'est pour 25 ans. Il faut finalement que les méthodes de culture soient adaptées à un printemps froid et humide ou alors un printemps chaud et sec, un été froid, un été chaud, un été sec. C'est extrêmement difficile pour l'agriculture aujourd'hui de savoir quels gestes il faut réaliser chaque année. Dans l'Aude, les vignerons sont de plus en plus nombreux à tirer la langue. Certains pensent déjà à arracher leurs pieds de vigne. À la une de l'actualité aujourd'hui, la colère des viticulteurs dans l'Aude. Pour la première fois, ils manifestent à Narbonne. On va s'intéresser à présent à cette crise dans le milieu viticole, une crise qui dure depuis plusieurs années. Les symboles sont forts, comme ces cercueils portés par une profession à bout de souffle. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Quelques semaines à peine, nous étions seuls à rêver d'un peuple vigneron qui se lèverait comme un seul homme pour dire à la France entière: la viticulture se meurt. Paris doit répondre. Quelques jours après, ils seront suivis par tous les syndicats agricoles. Le mouvement prend de l'ampleur et devient national. En Occitanie, la bande littorale est parmi les zones les plus impactées par le dérèglement climatique. Nous partons en direction des Salins de Gruissant, un lieu entre terre et mer où l'on cultive le sel, l'or blanc. Mais ce sel remonte dans les terres et rend les vignes stériles. Claude Solaire a commencé à travailler à l'âge de 13 ans comme ouvrier agricole. Je le fais jusque-là, je le referme quand vous êtes passé parce que sinon, je ne voudrais pas que les chevaux s'en aillent. Une vie entière dédiée aux vignes et à ce domaine dont il est devenu propriétaire à force de travail et d'acharnement. Il est accompagné ici par les techniciens de la Chambre d'agriculture. Cette parcelle était plantée en vigne et nous avons dû arracher à cause du sel. Alors toute cette partie que vous voyez là-devant, on voit qu'il n'y a pas trop d'herbe qui a poussé, vous voyez, c'était salé. Il va rejoindre les autres. Alors. Allez, hop, allez. Le sel qui est présent dans le sol et dans l'eau du sol entraîne d'abord une accentuation du stress hydrique de la vigne. Donc au début, ça la contraint. Et au bout d'un moment, la vigne est tellement stressée que ça peut aller jusqu'à la mortalité et voire même de la toxicité du sel pour la vigne. La vigne ne soutient plus la quantité de sel qu'il y a dans le sol et c'est trop impactant pour elle. Quand on est dans des teneurs en sel qui sont encore tolérables, on peut mettre en œuvre certaines pratiques qui limitent les dégâts. Mais là, si on faisait une analyse, on trouverait très probablement des teneurs en sel très élevées témoignent de la mortalité de la vigne. S'il ne pleut pas plus que ça, je ne sais pas qui c'est qui va rester d'ailleurs ici. Les exploitations vont se diminuer de plus en plus. Il n'y aura pas de repreneur nulle part, ça sera le désert ici. S'il ne pleut pas, si on ne nous amène pas l'eau. Si on nous amène l'eau, bon, il y a une chance qu'on reparte, mais si on ne nous amène pas l'eau et cette sécheresse persiste 2 ou 3 ans, je pense que ça n'ira pas plus loin. Pendant les vendanges, à moitié vendange, nous avons pris 130 mm en 1 heure et un peu de grêle avec mélangé. Voilà.
Devant la porte de la maison, on avait, je ne sais pas moi, une vingtaine de centimètres d'eau qui déballait, quoi. Tout a déballé d'un coup, le ruisseau qui était sec, qui démontait. Je pense qu'on appelle ça le dérèglement climatique, hein. Pas par hasard. Hein. C'est que ça, il y a une quantité d'eau qui est répartie de façon complètement aléatoire, on peut dire ça. Ça fait mal au ventre de le voir. Bon, les enfants, des fois, me parlent de vouloir l'arracher. Et moi, je tique de ne pas vouloir les arracher parce que je ne les ai pas connus comme ça. C'est un peu le désert, oui. Ici, on manque de l'eau. Si on avait de l'eau, ça ne serait pas pareil. Il ne faudra pas qu'ils se reproduisent souvent des années comme celle-là, parce que je ne sais pas si on tiendra le coup ici. Si on ne nous porte pas de l'eau, je pense que le vignoble risquera de disparaître. Un arrache-cœur, mais la salinisation des terres n'est pas inéluctable. Il existe une solution, la submersion. Système efficace, à condition d'avoir un cours d'eau à proximité. Pendant quelques jours, une lame d'eau recouvre le sol et retire une grande partie du sel. Mais peut-on trouver une parade à tous les maux qui affectent la vigne? Ici, on s'affaire autour de différentes variétés de cépages. Nous sommes dans l'atelier viticole de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Didier Viguier est l'un des experts qui testent les espèces qui pourraient redonner un second souffle au secteur. Corinne, Charlène, je vous amène les variétés du bloc B. Hein, voilà, donc je vous le pose là-bas. Un tour du monde des cépages les plus résistants au manque d'eau. Voilà. Alors là, nous avons greffé au printemps dernier et mis par terre donc 279 variétés du monde entier. Si j'en prends une au hasard à la lettre T, je lis variété donc Tagobi. C'est une variété du Tadjikistan. Après, il y a des variétés françaises, donc comme des vieilles variétés comme Olivette, Albaran, c'est étranger, Alfrochero, Muscat d'Alexandrie, Ahmed, donc là on est sur les pays du Maghreb, hein, Tunisie, Maroc, Algérie, voilà donc... Ça peut sauver la viticulture ici? Ça pourrait. Donc c'est un retour sur l'histoire, hein, voilà. La relance du secteur pourrait donc venir de l'étranger et de la diversité. On revient vers des cépages anciens que l'on considérait jusqu'à présent moins qualitatifs. Donc, mais ces cépages-là sont des cépages qui sont à cycle long, tardifs. Et notre gros problème actuellement, c'est qu'on a une maturité trop avancée. On nous annonce à l'horizon 2100 une avance de maturité de 30 à 40 jours. Ce qui veut dire qu'on va avoir des raisins mûrs en pleine saison estivale. Et ça, ce n'est pas bon pour le produit final, qui est avant tout le vin. En clair, les anciens cépages sont peut-être mieux adaptés au manque d'eau. Mais la quantité d'ensoleillement actuelle dans l'Aude risque de faire mûrir les raisins trop tôt, alors qu'ils ont besoin de plus de temps pour donner du bon vin. Un casse-tête. Ici, les expérimentations se multiplient. Mais il faut du temps pour trouver le meilleur cépage. Voilà, après quand c'est mou, alors là ça va, c'est super parce que la terre est souple. Et quand c'est trop mou, on a des mottes. Là c'est parfait. Là c'est parfait, le travail est moins pénible. Et surtout, on n'amène pas de boue à l'atelier. Et pour que les dames à l'atelier puissent trier les plants et les conditionner pour mettre au frigo en attendant leur plantation ou leur livraison. Parfait pour les tests en conditions réelles. Mais il n'y a pas de baguette magique. La production de raisins et de vin reste un cocktail subtil où un seul élément vous manque et c'est la catastrophe. Il faudra malheureusement peut-être se résigner à ce qu'il y ait des endroits où on ne plante plus de la vigne, hein. Des endroits où il n'y a pas d'eau, et puis même avec l'apport d'eau, rien ne remplacera la nature et il faudra peut-être abandonner certains sols. Dans ce département, l'avenir de la vigne reste plein d'incertitudes et bouscule tout l'écosystème qui l'entoure. Moins de vignes, c'est aussi moins de remparts contre les feux de forêt et des espaces colonisés par les friches. D'où l'inquiétude de ceux qui veillent sur la forêt, qui représentent 40% du territoire de l'Aude.
Au cours des 10 dernières années, on a une fréquence d'environ 800 hectares qui sont incendiés tous les ans. Le plus grand incendie au cours des 35 dernières années remonte à 2019. L'absence de précipitations, la sécheresse de plus en plus marquée qui s'étale sur maintenant pratiquement 2 ans, font que tout est réuni pour que malheureusement on ait des incendies qui s'étalent sur l'année, qui sont de plus en plus précoces et qui se terminent de plus en plus tard. Avec le dérèglement climatique, le nombre de zones à risque augmente. Pour Stéphane, la sécheresse qui s'intensifie accentue la pression sur ses équipes de l'Office national des forêts et sur les pompiers. Nous sommes au pied du massif de l'Alaric. On domine donc la plaine viticole. Le risque, c'est que dans les années à venir, si de nombreuses vignes sont arrachées, on perde le bénéfice de ces coupures pour la lutte contre les incendies et que le feu puisse se propager ensuite par les friches viticoles d'un massif forestier à un autre. Grâce aux images aériennes prises à 50 ans d'intervalle, on voit bien comment le pin d'Alep colonise les parcelles de vignes arrachées par les viticulteurs. Cet arbre, très inflammable, oblige les équipes de l'ONF à une plus grande vigilance. Le dispositif de surveillance incendie commence de plus en plus tôt. Ça a été le cas cette année où on a commencé le 26 juin. Pas de temps mort. Dès les premiers jours d'automne, les équipes sont à pied d'œuvre pour débroussailler. C'est une obligation légale. Donc concrètement, mes collègues de l'ONF sont en train de débroussailler. Donc c'est ce type de végétation qui est broyée finement, donc là en l'occurrence du romarin, qui est une espèce particulièrement combustible. On a également de la végétation morte, comme cela. Ça c'est du combustible pour l'incendie. Et à la fin de la journée, cela ressemblera à ce que vous voyez de ce côté. Ça veut dire que c'est un travail perpétuel. C'est un métier physique qui nécessite des protections. Il faut passer au travers de la végétation, parmi les cailloux et dans des terrains souvent pentus. En 2019, le département de l'Aude a été touché par un incendie de plus de 1000 hectares. Et on voit la difficulté que peut engendrer ce type de sinistre en termes de moyens humains. Et la difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on ait suffisamment de moyens pompiers et de véhicules pour combattre efficacement l'incendie. 900 soldats du feu mobilisés lors du dernier incendie. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Les feux de forêt se multiplient partout en France et les pompiers sont sur tous les fronts, comme en 2022. Alors, il faut absolument anticiper et aller vite. Oh, non, on est bien assis. Bon, après, on prend des secousses de temps en temps. Et après, il faut être concentré, quoi. Faut pas faire attention où on met les chenilles. Ce type d'engin vous permet de faire quasiment jusqu'à 1 hectare, 1,5 hectare par jour. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire les surfaces qui sont nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre les incendies. Il faut savoir que la forêt dans le département de l'Aude représente environ 200 000 hectares. Donc c'est difficile de parler de surface, mais on travaille sur plusieurs milliers d'hectares. Et chaque année, ce sont aux alentours de 200 à 300 hectares qui sont débroussaillés donc, par les agents de protection des forêts méditerranéennes. Terre de paradoxe, l'Aude est autant soumise aux sécheresses qu'aux crues dévastatrices. Une loterie climatique infernale. Dans la région de la cité de Carcassonne, peu de communes ont été épargnées par les inondations de la mi-octobre 2018. À Trèbes, personne ne peut oublier ces 2 jours de cauchemar. Surtout pas le maire, qui reste sur le qui-vive. Le maire dort peu, en règle générale. Et il dort encore moins lorsqu'une vigilance est annoncée. Là, nous sommes sur le pont principal de la ville qui enjambe le fleuve Aude. Il faut savoir que cette nuit-là, le niveau du fleuve est passé de 35 cm à plus de 7,50 m au petit matin. Toute cette partie était sous les eaux. C'était terrible. Le canal du Midi déborde de toutes parts.
Une montée des eaux éclaire. En une nuit, l'Aude a gonflé de plus de 7 mètres. Je me souviens d'un survol en hélicoptère qui laissait apparaître juste à cet endroit le sommet des arènes que vous voyez. Au total, 14 victimes ce jour-là. C'est terrible d'imaginer combien les familles qui ont vécu là ont pu être traumatisées. On ne peut surtout pas imaginer combien cette souffrance a été terrible pour ces personnes. Là, nous nous trouvons dans le sud de la ville de Trèbes, sur le quartier de l'Aiguille. Certaines maisons ont pu voir plus de 2 mètres d'eau. On est à plusieurs centaines de mètres du fleuve. C'est dire l'impact et la violence du déluge que nous avons eu le 15 octobre 2018. L'ambition que nous portons au travers des travaux qui vont être réalisés sur le fleuve Aude, c'est de pouvoir rabaisser les lignes d'eau sur une crue d'occurrence centennale et permettre à l'ensemble de ce quartier non pas d'être hors d'eau, mais de pouvoir avoir des lignes d'eau qui sont considérablement abaissées. En 2018, ces parties ont été totalement submergées. Le fonds Barnier est en train de faire son œuvre, puisque vous voyez sur le côté gauche, quelques maisons ont été détruites. Le fonds Barnier est un dispositif qui permet de racheter les maisons des sinistrés à un prix équivalent à la valeur du bien avant la catastrophe. Depuis octobre 2018, l'Aude semble être un long fleuve tranquille. Et pourtant... Le fleuve cultive les paradoxes. Et il est calme, nous manquons d'eau, et pourtant nous devons l'aménager pour qu'il soit plus résilient devant la possibilité certaine d'un épisode méditerranéen. Avec cette épée de Damoclès, le maire est devenu plus pragmatique. Il faut dire qu'en moins de quelques mois, la ville a connu des drames très douloureux. Nous avons, avec la population, vécu 2 drames absolus. D'abord, un attentat sur notre sol, le 23 mars 2018, et quelques mois plus tard, le 15 octobre, des inondations sans précédent. Vous n'êtes jamais prêt à tout ça. On vit ces événements avec la violence de l'instant, et on essaie, avec les armes qui sont les nôtres, d'abord avec l'humanité qui nous anime aux uns et aux autres, de pouvoir être utile pour des populations qui sont dans une souffrance terrible. Le climat nous impose son dérèglement et nous devons, au travers de ce que nous a enseigné l'histoire et de ce que nous disent les scientifiques, nous appuyer sur un constat et faire de ce constat une opportunité pour notre territoire. Repenser la politique, la sécurité de ses concitoyens passe avant toute ambition de développer la commune. Un engagement que son homologue de Villegayenc a aussi pour leitmotiv. Lui aussi a du mal à dormir les nuits d'alerte météo. Nous, sur 860 foyers, 430 foyers ont pris de l'eau. Les premières maisons qui ont été impactées, c'est une vague de entre 4 et 5 mètres d'eau qui est arrivée. Et ici, par exemple, l'eau, on voit ce mur, l'eau était au niveau du mur, ici. Donc tout ce champ, là, on a retrouvé des voitures dans le champ. L'eau était sur le terrain, donc, de sport qui est là. Et tous ces lotissements, ils ont pris entre 80 et 1 mètre d'eau. Et là, il y avait, là, dans l'angle, il y avait une maison, dans l'angle. Le propriétaire, et leur fils du propriétaire, il était au fond dans un studio, il est mort, il a été emporté avec la crue. On l'a retrouvé à l'autre bout du village avec son chien dans un figuier. Toute la nuit, ça a été l'enfer. Donc l'eau était au-dessus du casque. Tout le monument aux morts était noyé. Donc si on prend la ligne, ça veut dire qu'en face, l'eau était au premier étage. Quand on le dit, on ne s'imagine pas. On ne peut pas s'imaginer. Dans les décombres, cette femme âgée, l'air hagard, elle n'a pas eu le temps de s'habiller. C'est inimaginable, inimaginable. Des bruits, inimaginable. Ici, c'est par les airs que les sinistrés sont évacués, un à un. La route, elle, est désormais coupée en 2. Il y a eu 236 voitures qui ont été emportées. Donc ça tapait sur les murs.
Il y a des bennes de travaux qui ont été emportées, ça cognait. Donc c'est le bruit. Et les gens, et notamment les enfants, c'est le bruit qui revient toujours dans leur esprit avant tout. Le pont de Villegayenc, sous-dimensionné, ne résiste pas à la force des éléments. 4 ans après le drame qui a coûté la vie à 4 personnes ici, un nouveau pont, plus grand, est construit pour résister à des crues plus importantes que celles de 2018. Mais il en faut plus pour rendre le village plus résilient. Le maire, avec l'État, organise l'expropriation des maisons les plus à risque. Sauf que 2 propriétaires refusent l'indemnisation proposée. Toutes les maisons qui sont ici ont été inondées. Toutes. Et pourquoi elles n'ont pas été détruites, celles-ci? Alors, celles-ci n'ont pas été détruites parce que les propriétaires ont refusé donc l'accord amiable dans le dispositif du Barnier. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que si demain on avait la même crue, on a encore des maisons qui seront fortement impactées puisqu'on n'aura pas pu démolir celles-ci qui vont encore faire bouchon. Les raisons sont multiples, on va très vite le comprendre. Il y avait des maisons très anciennes dans le centre du village. Et donc, pour les familles, c'est vrai que c'est important dans une des 2 personnes qui oh putain, il arrive. Donc voilà, il y a l'affectif qui prend le dessus, c'est sûr. Salut Gérard. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de me faire de cette maison et de ce pont? C'était pas un cataclysme, c'est le pont qui a bouché. Ce n'était plus une rivière, c'était un lac. Il n'y a aucune raison pour détruire un village, la citoyenneté. Bon, c'est pas compliqué, s'il n'y a plus de maison, s'il n'y a plus de pont, on va foutre Villegayenc en l'air complètement. Il n'y aura plus de village, il n'y aura plus que des lotissements épars, à droite, à gauche, de 2-3 kilomètres les uns des autres, et il n'y aura plus de village. Si la justice décide de confirmer votre expropriation, on va faire appel, on ira faire appel en Europe. De toute façon, on a le temps. La petite Roger avec qui on a le temps. Et puis moi, je me fous dans la maison. Et si on détruit, il faudra qu'on me passe dessus. Je vois pas du tout des bulldozers et des pelles attaquer la maison et même le pont ici. Bon, le pont, c'est pas à moi, mais bon, j'estime que je vais aller jusqu'au bout. Depuis le drame, difficile de convaincre les 2 propriétaires récalcitrants. Un arrêté de destruction a bien été publié, mais il ne peut pas être exécuté tant qu'une décision de justice ne l'a pas validé. ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est très frustrant parce que c'est un projet d'intérêt général qui améliore la sécurité des populations. Et donc c'est toujours assez frustrant de voir le temps que ça prend pour sa mise en place. Hélène Mathieu-Subias et ses équipes du syndicat des milieux aquatiques de l'Aude ont déjà prévu un plan pour mieux appréhender de futures inondations. Un chantier qui ne peut pas attendre. En rive gauche, on va faire un aménagement en pente douce. On va enlever les parapets, on va démolir une partie du pont de la RD 35. Et en rive droite, on va faire un mur de quai ou un aménagement qui permettra de redonner l'espace à la rivière, de laisser la place à la rivière pour que le volume de crue puisse s'épancher et refaire passer la route à l'emplacement des maisons. Donc c'est pour cela que les maisons doivent être déconstruites. Le projet qu'on a est vraiment un projet qui permettra de sécuriser le village de Villegayenc contre des crues importantes. Ce qui est une chance aussi, parce que ce n'est pas le cas partout. On ne peut pas avoir une telle efficacité dans tous nos projets de protection. Donc là, c'est vraiment un cas d'école, entre guillemets. Pour bien comprendre l'urgence des travaux à réaliser, il faut prendre de la distance. Un bond de près de 700 km en altitude. Pendant sa course autour de la Terre, le satellite français Pléiade prend des milliers de photos à intervalles réguliers. L'analyse des clichés permet d'identifier les zones où les risques de crues sont importants. Sébastien Lecor utilise cet outil pour faire un premier diagnostic. Ensuite, pour accélérer l'analyse, il a recours à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est à ses yeux une révolution. Nous lui avons demandé de regarder la situation à Villegayenc et c'est vraiment bluffant. On peut identifier ici des cours d'eau qui sont des cours d'eau permanents. On a une situation qui apparaît relativement tranquille. En cas de pluie intense, il faut imaginer en fait que le ruissellement va être extrêmement important. Ce que vous avez ici sous les yeux, c'est l'ensemble de ce ruissellement qui a été calculé et matérialisé. Le diagnostic est réalisé au plus près de la dernière crue dévastatrice.
C'est très impressionnant, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a à la fois une raison qui est liée au relief et à l'endroit où se trouve Villegayenc, mais il y a aussi des critères qui sont liés par exemple à l'occupation du sol. On sait que certaines cultures favorisent le ruissellement. On sait également que l'artificialisation des sols génère de l'imperméabilisation et cet élément-là contribue très largement au ruissellement. Plus l'urbanisation est forte, plus les crues peuvent être dramatiques. Les images satellites révèlent justement cette grande vulnérabilité des communes qui ont connu un boom démographique ces 50 dernières années. Trèbes n'échappe pas à l'œil avisé des experts en imagerie spatiale comme Sébastien Lecor, qui conseille ensuite les élus. Si on ne fait rien, on est dans des situations qui sont des situations extrêmes où fatalement on va générer un grand nombre de dégâts et même au-delà des dégâts économiques, il y a aussi des risques pour les vies humaines, puisqu'on a des épisodes qui sont extrêmement rapides. Ce sont des crues flash dans lesquelles les enjeux humains sont très importants. Que faire à Villegayenc? Michel Proust, le maire, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire le danger. Aujourd'hui, le chantier n'attend qu'un feu vert, celui de la justice, qui doit décider si le bon sens et la sécurité du plus grand nombre doivent prévaloir ou si les deux propriétaires récalcitrants ont le droit de s'opposer à la démolition de leur maison. Ce n'est pas pensable qu'un juge arrive de lui donner raison. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je souhaite. Vous êtes sûr que ça va se reproduire? Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais nous sommes dans le dérèglement climatique. Je ne suis pas non plus un super technicien, mais on le voit bien tous les jours, on a la sécheresse, on a les pluies, on n'a pas de pluie, et quand on a des pluies, elles sont très fortes. On est dans un dérèglement. Bon, c'est des cycles, il y a toujours eu des cycles, mais je pense qu'on est effectivement dans ce dérèglement-là actuellement. La situation qui prévaut à Villegayenc montre qu'il faut peut-être changer de paradigme. L'intérêt général doit s'imposer. Une commune ne peut plus être gérée comme avant. Le climat doit devenir un critère essentiel avant tout développement économique, surtout dans les régions les plus à risque.